Dans un département comme la Corrèze, c'était un peu c'était le Renault de la Corrèze, quoi. C'était la régie Renault de la Corrèze, quoi. Avec toute sa culture syndicale, ouvrière, etc., avec ses aspects positifs et ses travers aussi. Enfin, il n'y a jamais comme ça tout rose ou tout rouge en l'occurrence. Mais je crois que c'était quand même un lieu où, ici, à l'époque, le Parti communiste fonctionnait avec des cellules, c'est-à-dire des petits groupes basés sur une commune, un village, un quartier, mais aussi les usines. Et il y avait des cellules du Parti communiste. Je dis des cellules parce que j'ai connu le moment où il devait y en avoir 2 ou 3. Et puis ça a diminué ensuite avec toutes les évolutions, enfin, que chacun connaît. Mais c'était quand même un endroit où qui fournissait beaucoup de cadres animateurs au Parti communiste, départemental. C'était une vie politique quand même intense. Hein. C'était pas le problème d'être tort ou raison, c'était qu'il y avait une vie politique. Bonne ou mauvaise à la limite, mais c'était quand même une chose qu'on ne voit plus beaucoup comme ça, quoi. C'était soit Jeannot Hérol, parce que Jeannot Hérol, c'est un homme assez remarquable, puisqu'il avait été licencié en 39, 40, quelque chose comme ça. Et puis il était revenu après, je ne sais plus bien comment, il a fait de la résistance, il a été prisonnier, enfin il s'était fait capturer et déporté. Et il a été quand même licencié lorsqu'il y a eu une certaine répression dans les années 52. Et où donc on leur demandait de signer un renoncement à appartenir à la CGT ou au Parti communiste. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas fait de contingence, je ne l'ai pas fait. Il y en a peut-être qui l'ont fait, je ne sais pas. Mais il y en a qui ne l'ont pas fait et qui se sont retrouvés donc à la porte. Et quelqu'un comme Jeannot Hérol était, je pense, un des rares déportés qui à être victime d'une répression syndicale. Quoi. Moi, quand je vous parle de Jeannot Hérol, c'est... Pour moi, ça a été un militant comme on n'en fait plus. Alors, jamais, 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 jamais ils ont pu le faire plier. Jamais. Ils ont tout essayé. Jamais ils l'ont fait plier. Il a été licencié 2 fois, il a été révoqué, il a été... Ouais. Il a été déporté. Ouais, et c'est lui qui me disait un jour, tu vois, moi je suis revenu de déportation parce que je savais pourquoi j'y étais. Ouais. Il dit, ceux qui ne savaient pas, ils n'ont pas tenu. Oui, oui, oui. Ça... Jeannot Hérol, c'était un cas. On a mené une lutte sévère pour les révoquer, quand même. Oui. Ah oui. On s'est bagarré, hein. C'est pas venu comme ça. Ça revenait dans toutes nos revendications, dans toutes... Parce que déjà, on avait eu quand même Jean Roche qui avait été licencié. Jean Roche, il avait été emprisonné. Donc à la manufacture, 1 jour de prison et tu peux pas travailler dans un établissement d'État. Ah, oui. Ah non. Si c'est sur le dossier... Il faut avoir même le sursis, hein. Si c'est marqué à ton casier judiciaire, il faut avoir un casier judiciaire vierge pour entrer dans ce qu'il y a. Mais toutes les administrations sont comme ça. Donc c'est pas unique. Les luttes, c'est là qu'elles ont été le plus dures.
Mais Jean Roche, il a été réintégré. Ben oui, Donc, il a été réintégré. Mais en même temps que les autres, mais il avait été licencié avant. Je ne sais pas en quelle année il a été licencié, genre 50 peut-être. Ça avait été la lutte à l'époque pour Jean-Baptiste Champsé, qui était président des paysans, avait été emprisonné. Il y a eu des manifestations sévères. La marque avait participé, ils avaient été locoutés. C'était l'époque où ils avaient locouté la marque. Ça avait été une époque très difficile. Le GMR nous avait coursé sur les quais. Et Jean Roche, avec un gars qui travaillait à la préfecture, qui était secrétaire administratif, Brabant, ils avaient été accusés d'avoir brisé les carreaux du tribunal. Il a été condamné à 1 an de prison avec sursis, mais il a été licencié de la manufacture. Le témoignage, par chance conservé et retrouvé, d'un certain Jean Roche, une figure de la manuf. Nous sommes en 1950, c'est la guerre froide, la guerre d'Indochine. Voici ce témoignage. J'étais secrétaire du syndicat de la Manu. Avec des camarades, nous étions allés soutenir une manifestation paysanne. Il y a eu un affrontement avec les gendarmes. La porte du tribunal a été enfoncée. Je n'y étais pour rien, mais ils attendaient une occasion pour me cueillir. On est venu m'arrêter chez moi, dans la cité, à 5 h du matin, comme un criminel. J'ai été condamné à 4 mois de prison, soi-disant comme organisateur. 4 mois, pas 3, parce qu'il fallait plus de 3 mois pour pouvoir me priver de mon emploi. J'ai été le premier révoqué de la Manu. C'était une infamie. Seulement 5 ans après la libération, moi qui avais été résistant et qui avait eu la croix de guerre. À ma sortie de prison, je n'ai pas retrouvé d'emploi, le patronat y veillait. J'ai été artisan forgeron, puis journaliste à l'Écho du Centre. Il m'a fallu attendre 19 ans, en 1969, pour être réintégré à la Manu. Pourtant, le droit de grève est inscrit dans la Constitution. En 45 jusqu'en 48. En 48, après le CAP, j'étais ouvrier et sous la tutelle d'un professionnel confirmé. Et entre autres, moi je me suis trouvé sous la responsabilité d'un nommé Piala, qui avait été au bureau de la résistance ouvrière. Alors bon, évidemment, syndiqué CGT, plus Parti communiste, et quand je suis rentré de l'armée, il y a eu une grève. Cette grève était pour la signature des accords salariaux. Quand c'est arrivé, et la paye augmentait tous les 3 mois. C'était quand même intéressant. Et en plus, pour faire libérer le député communiste Jacques Duclos, qui avait été arrêté, qui avait soi-disant des pigeons voyageurs dans la malle. Et évidemment, quand je suis arrivé à 2 h de l'après-midi, sur l'établi, il y avait un petit fond propre pour s'asseoir. Et le Roger me dit, ah ben oui, je suis assis. Et le chef est venu nous voir. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, tu vois bien. Tu fais grève, tu vois bien. Et toi? Ben, pareil. Bon. Et quelques jours après, le chef de contre-maître est venu nous porter une lettre à chacun, comme quoi, dehors.
Par décision ministérielle du 17 juin 1952, le secrétaire d'État à la guerre a décidé que la mesure d'exclusion temporaire qui avait été prise à votre égard et que je vous ai notifié par lettre du 10 juin 1952 est transformée en exclusion temporaire de 2 semaines avec le motif suivant. Le 5 juin 1952 a participé à un mouvement à caractère politique alors qu'il avait été informé qu'il s'exposait aux sanctions les plus sévères. Je vous notifie cette décision et vous précise qu'en conséquence, vous devez reprendre votre travail à la manufacture le 25 juin 1952. Alors la grève avait eu lieu le 5 juin. En 1954, il n'y a rien eu. Absolument aucun mouvement, aucune grève. Et il y a eu 20 gars qui ont été foutus dehors. Et vous, vous avez fait partie? Et moi, j'ai fait partie de cela. Ne remplissant plus les conditions jugées indispensables à notre emploi dans un établissement de la défense nationale. Voilà. Parce qu'à l'époque, 52, 54, pour retrouver du boulot avec le pédigré de... C'était pas évident. Hein. Moi, j'étais dans une famille, mon père, ça je me rappellerai tant que je vivrai, parce que le 1er mai n'était pas un jour chômé, tu vois, à l'époque. C'était un jour de grève, bien sûr pas payé. Et quand mon père revenait, ma mère lui disait toutes les fois, « Et comment on mangera demain ?» Et il lui disait, ben, « Je ferai un peu plus de jardin. » Tu vois, c'était... alors donc, moi j'ai été dans une famille déjà toute prête. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Même si ça, quelque part, ça m'a beaucoup nui. Je n'ai sans doute pas eu un avancement que peut-être, mais ça ne m'a pas gêné. C'est la vie syndicale qui m'a permis de passer de très bonnes années à la Manu. Parce que là, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Tu sais, quand on a fait grève contre la constitution de De Gaulle, on s'est retrouvés 52 devant le portail. Ils ont laissé le portail ouvert jusqu'à 2h20. On les voyait tous rentrer. Je me disais, tu y vas ou tu vas pas? Puis je dis non, tu peux pas y aller quand même. Ben, le lendemain, quand on est rentré, on a eu les félicitations du général. De Gaulle nous a envoyé un télégramme de félicitations. Oui. Par le biais de l'administration, qui a été très embêtée de nous le donner, mais il nous a félicités. Et pourquoi? Parce qu'on avait eu le courage de dire qu'on ne le voulait pas. On était un peu fiers d'avoir fait grève et de se faire féliciter. 52 on était. C'est un peu dur, hein. Et tu sais, là, en 52, ça a été pareil, la grève. Ils ont choisi la grève la plus difficile. La grève qu'on appelle la grève sur le tas. Ils ont laissé les gars au pied de leur machine et le soir, les chefs ont passé pour demander qui c'est qui avait travaillé ou pas. C'est difficile, hein. Et là, cette fois-là, il y avait beaucoup de grévistes. Oh non, il y en a eu 240, je crois, qui se sont déclarés. Alors, ils les ont mis 8 jours à pied. Enfin, 7, parce que je crois que c'est le maximum, après c'est un licenciement. Et puis, ils ont rappelé alors qui voulaient après. Et ils en ont laissé 26 sur le carreau. Et il a fallu attendre 69 pour les faire. Et on n'a même pas réussi en 68. Ah oui, 69 pour que vraiment ils les réintègrent et qu'ils reconstituent leur carrière. Il y en avait qui étaient en retraite. Il y en a eu des luttes, oui, ça c'est vrai que...
Je peux pas te dire, moi j'ai dû commencer en 48 et ça a dû durer. Ah oui. Les plus durs dont je me souvienne, c'est 68, mais finalement, c'est pas les plus marquantes. Bien sûr qu'on a fermé la manufacture, sauf que après, ils ont combattu cette activité en donnant aux gens la possibilité de récupérer. Le week-end alors? Le samedi. Le samedi, ouais. Il y en a qui ont récupéré leur jour de grève. Ce qui m'a le plus marqué, ça paraît idiot, c'est la formation du syndicat ouvrier, Force ouvrière à la Manuf. Pourtant, ça a passé inaperçu dans les annales. Je peux te décrire, comme si j'y étais, cette réunion qui a eu lieu à côté de l'église de Souillac, là. Tu vois, c'est une machine de la ville. Cette réunion, tu ne peux pas savoir comment, pour moi, ça a été l'effondrement de quelque chose. Ça a été la première scission. Et je pense que c'est elle qui a été la plus, à l'époque, la plus dure. Parce que c'était la première faille depuis la libération, tu vois. Une sollicitation importante des représentants syndicaux pour justement qu'il y ait un maximum de gens syndiqués. Après, moi je me suis syndiqué bien sûr, parce que ça me semblait aussi quelque chose de normal. Parce qu'il y avait aussi ce poids, le poids syndical était important hein, par rapport justement, quand je parlais tout à l'heure de l'hygiène et sécurité, ce n'était pas forcément un syndicat, mais c'était des gens qui étaient très syndiqués aussi, qui étaient élus au CHSCT, et donc qui avaient ce souci de préserver l'individu sur son poste de travail et sur son activité. Donc oui, il y avait une grosse... puis il y avait des mobilisations, enfin je veux dire, entre les années 70, quand il y avait des manifestations et qu'il y avait des défilés dans la ville de Tulle, et la fin des années 80 ou 90, il est évident que la mobilisation n'était absolument plus la même. Alors, est-ce que c'est... pourquoi cette évolution dans le sens d'une désyndicalisation ou d'une absence de mobilisation sur les problèmes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais oui, au départ, il y avait aussi, on sentait... moi j'ai connu, c'est une anecdote, ma première paye, c'était à l'époque où il y avait, à la place de l'IUT actuellement, il y avait en dessous tous les guichets de paye. Donc il y avait, je ne sais pas, une dizaine de guichets, je pense, au moins. Et on percevait la rémunération en espèces. Et c'était tous les 15 jours. Mais c'était oui, je crois que j'ai connu cette période, il me semble. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était tous les 15 jours. Donc c'était incroyable. Passer à ces guichets et sortir après, bien sûr, sortir, c'était aussi aller boire un coup dans les différents bistrots, parce qu'il y avait quand même pas mal de bistrots hein, autour de la Manu. Donc ça, c'est quelque chose cette photo qu'on voit souvent d'une sortie de la Manu, quand tous les horaires étaient les mêmes. Donc on sortait tous. Après, ça a été l'horaire variable aussi a un petit peu contribué à faire en sorte que, comme les gens sortent plus tous en même temps, et il
n'y a plus cet esprit de corps, je pense. Mon père était maire de la commune d'Albignac et il était maire communiste de la commune d'Albignac. Bon, évidemment, après, ça laisse quelques traces quand même. Donc, après, pour s'engager syndicalement et même politiquement, ben, c'était naturel, quoi. On était... Politisé, c'est pas le mot. Syndicalisé, oui, parce que le taux de syndicalisation était très très fort. Moi, par la suite, lorsque je suis devenu secrétaire du syndicat, mais beaucoup plus tard, mais tout simplement pour dire qu'il y a eu des moments où il y a eu plus de 600 syndiqués à la CGT, à un moment donné quand même, bon, lorsque j'étais là-bas. C'est pour dire le taux de syndicalisation. Il y avait FO, il y avait la CFDT, la CFTC, et après la CFDT. Donc on était, bon, c'était quoi? C'était de l'écrit, c'était le canard, c'était la presse, mais c'était surtout toutes ces personnes qui avaient vécu les périodes de guerre, qui avaient vécu des périodes difficiles, des périodes de révocation. On était avec des gens qui étaient rentrés, bien sûr, il y a un petit moment qu'ils en étaient rentrés, les pauvres, heureusement, mais qui avaient fait les camps de concentration. Donc, effectivement ils causaient, ben, on les écoutait, quoi. On n'avait pas envie de les contrarier. Et on avait bien raison, d'ailleurs, de ne pas les contrarier. Mais là, par rapport à ce qui se passait dans le pays, la vie du pays, il n'y avait pas un jour où il ne rentrait pas un tract syndical ou un tract politique, parce que à un moment donné, il y a eu des sections politiques qui étaient autorisées. Elles n'étaient pas autorisées comme une organisation syndicale, mais elles étaient autorisées. Et donc, celle-ci aussi transmettait aussi de l'information par tract, et les syndicats aussi. Donc ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, qu'il soit un tract d'une organisation ou d'une autre, ou d'une organisation, quelle que soit l'organisation politique, mais il y avait, et les gens lisaient. J'avais dans cette petite section un leader FO, un leader CFDT, et d'autres qui étaient à la CGT, il y en avait beaucoup. Mais c'était à chaque fois qu'il se passait quelque chose au ministère ou au national, et il y avait des affrontements. Il y avait des affrontements entre eux, tout le temps. Mais franchement, ça n'empêche pas que le soir, c'était le pot qui avait été prévu à la sortie, il n'y avait pas de problème. Après ça, est arrivé donc 68, mai 68 avec les événements. Et ces événements, moi je les ai vécus bien sûr comme personnel de l'établissement, où on était, bien sûr, la grève a démarré plus tard qu'ailleurs. Elle a duré une quinzaine de jours. Elle n'a pas duré autant que celle des étudiants à Paris et d'autres classes, d'autres catégories sociales. Mais nous, on a fait effectivement au moins minimum 15 jours de grève en 1968. Bon, ça a été... On n'avait pas les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui. On savait, puisqu'effectivement il y avait des tracts, il y avait des informations, il y avait des réunions. Il y avait des réunions tous les jours entre le gymnase qui était le gymnase et ce qui était l'internat. Justement, il y avait un grand hall, et c'est là-dessous que les organisations syndicales tous les jours faisaient une assemblée pour reconduire, pas reconduire. Je me suis syndiqué à partir de là, et bon, après voilà, la vie a continué. C'est en 1981 que j'ai pris les responsabilités syndicales là-bas, donc en avril 81. Et mon camarade, frère ennemi, qui hélas n'est plus là aujourd'hui, a pris la responsabilité syndicale de l'autre organisation syndicale CFDT en même temps. En même temps, on l'a pris à 6 jours près. Moi, je n'ai pas voulu le prendre le 1er avril pour ne pas montrer que c'était un poisson. Je l'ai pris le 6 avril, et lui, il avait pris, je crois, le 1er avril. Voilà, donc
et Jean-Marie. Voilà, c'est Jean-Marie. Et à partir de là, jusqu'à ce que je quitte l'établissement, je suis resté à l'organisation syndicale. J'ai vécu une période complètement exaltante, mais très difficile, quoi. Très difficile parce que on est rentré dans les plans sociaux assez rapidement après. Moi en 81, mais à partir de 87, nos écoles de formation là ont été abandonnées. Alors ils ont attendu que l'ensemble des promotions s'épuisent, mais en dehors de ça, il n'y avait plus de recrutement. Alors que quelques années avant, les recrutements, c'était au moins entre 20 à 25 apprentis, quand même. C'est-à-dire que ce renouvellement se faisait systématiquement tous les ans, donc les effectifs, la formation, le savoir-faire restait, et les effectifs se maintenaient. Mais à partir du moment où les écoles, cette stratégie, cette politique-là a été prise, là, je me rappelle, là-dessus, on avait écrit et on avait fait quelques perspectives d'avenir et on disait, ça y est, la fin des écoles, c'est la fin des établissements. Et là, donc les batailles, les divergences quand même, les divergences syndicales étaient certainement plus fortes à ce moment-là. Sont devenues plus fortes à ce moment-là parce que tout le monde n'avait pas la même analyse des choses. La sirène nous appelait à partir de moins 20. 2h moins 20, la sirène appelait. Comme elle le faisait 20 minutes avant pour le matin et pour le midi. Donc, à côté de ça, dans le quartier de Souillac, surtout quand il ne pleuvait pas, dans le quartier de Souillac, ce mur qui donnait sur la place Albert Fauché, qui existe plus ou moins encore aujourd'hui, il n'était pas comme ça, il était en béton, et bien là-dessus, tous les jours entre 13h30 et 14h, le mur était plein. Il y avait toujours 50, 60, peut-être 60 personnes. Et puis ça circulait en permanence parce que les gens commençaient à rentrer à 14h jusqu'à 2h. La rupture s'est faite avec l'horaire variable où là, bon, l'horaire variable, c'est pas la demande d'organisation syndicale. C'est d'ailleurs, globalement, c'est le patronat qui a décidé de... Ça, on nous a dit que ça a vraiment été une rupture. Ça a été une rupture. Ça a été une rupture. Et je sais que moi, nous, avec l'organisation syndicale, on s'est pas battu contre. On a surtout averti les gens des conséquences que ça pouvait avoir. Des conséquences sur la désunion un peu, l'individualisme, et à côté de ça, on se retrouverait plus dans des circonstances favorables pour le débat comme on le menait, et ça a été le cas. Je pense qu'il y a, par rapport à l'individualisme, par rapport à qui a joué un petit peu en défaveur, qui a apporté de la souplesse, un certain confort ou bien-être aux gens par rapport à leur organisation familiale ou autre, c'est la mise en place d'horaires variables. Alors d'un côté, effectivement, c'était bienvenu parce que les gens pouvaient organiser leur affaire, leur journée de travail, puisqu'il y avait quand même une part fixe et une part variable qui faisait que les personnes jouaient là-dessus, jonglaient là-dessus. Mais, alors ça c'était dans les années 80. 81, il y a eu un atelier pilote où ça a été mis en place, et puis généralisé ensuite en 82, je pense. C'est à un an près, c'était à peu près. Donc ça a été mis en place. Bon, les gens avaient un badge, mais ça compliquait, pour être honnête, même les choses au niveau professionnel, parce que les gens ne se voyaient plus. Et je parlais de la commande numérique tout à l'heure, les gens évidemment travaillaient en équipe pour rentabiliser les moyens, mais les gens ne se voyaient plus, donc c'était le système de passage des consignes, le petit carnet là où on note toutes les choses, mais l'aspect contact verbal, effectivement, ou l'aspect écrit plutôt ne remplace pas le contact. Donc
fait que les gens, ils ont commencé à plus se voir ou guère se voir, et puis ça a généré quand même un certain individualisme, ça s'est répercuté dans les faits de tous les jours, même si, alors à côté de ça, effectivement, c'était quand même un certain confort, on peut dire, dans l'organisation de travail. Mais là, on a quand même constaté, au bout de quelques années, un état d'esprit qui avait quand même changé. En 76, quand il faisait chaud, il y a eu de sacrée bagarre. Parce qu'il ne voulait pas qu'on rentre le matin. On avait demandé à rentrer le matin de bonne heure. On ne demandait pas. En rentrant à 5 h du matin, ça nous permettait à midi d'avoir fini. Il faisait chaud, hein. Il faisait chaud. Et ça a recommencé 3 ou 4 ans après. Je ne me rappelle plus si c'était 3 ou 4 ans. Et là, c'était le chef du RH, c'était Peintureau. Je me rappelle Peintureau. Pareil, on était reparti là-dessus. Et c'est moi qui ai reçu Peintureau au 50. J'étais au milieu de l'allée, au milieu du... Et il montait. Et en entrant dans le 50, il a posé sa veste, il l'avait mis comme ça. Il avait trop chaud. Il dit, attends, arrive. Hop. Mais les horaires d'été ont été mis en place quand même. Ils ont été mis en place, mais il y a eu 2 ou 3 années où il a fallu se battre pour les avoir. Après, ça marchait mieux. Il s'était rendu compte que ça gênait pas, et au contraire. Quand on a passé de manufacture d'armes de tulle à Jet Industrie, c'est là que ça a déclenché. Alors moi, il y avait peu d'élections. Il y avait le CHSCT, qui avait de l'importance. Après, il y avait d'autres commissions au sein de la CGT, au sein des syndicats. Mais là, c'est surtout quand on est passé Jet Industrie, il y a la mise en place des comités d'entreprise, délégués du personnel. Alors, comme on était un groupe, une entité, une entreprise, il y a eu le comité central de l'entreprise. Et là, je m'y suis investi aussitôt. Jusqu'en 2002 ou 2003, où là je me suis investi plus sur l'Interpost, c'est-à-dire l'UD, l'Union départementale, pour être en 2006 détaché à plein temps à l'UD. Et il y a eu aussi une grande période, c'est 79, où là il y a eu 17 jours d'arrêt de travail, avec l'occupation de la... Oui, 79. Ouais. Alors le motif, c'est pas les décrets là. C'était les décrets. Ils remettaient en cause les décrets. C'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que pendant des années, on a demandé à ce qu'il y ait le rattrapage des décrets, et ça montait à 26%. C'était quoi alors? Tu peux nous expliquer? Les décrets ou l'action? Ce qui a déclenché. Ce qui a déclenché, c'est tout simplement que le ministère a voulu nous supprimer les décrets. Nos décrets, en tant qu'ouvriers sous décret, on était payés sur la base de la métallurgie parisienne. Et la métallurgie parisienne, qui était très bien payée, on était payés tous les 3 mois, on avait une augmentation de salaire. Mais par rapport à d'autres entreprises, c'était énorme. Et ils ont voulu nous sucrer les décrets. Et ce coup-ci, ils les ont sucrés. Ils ont mis le temps, mais on est moins nombreux. Et à partir de là, ça a mis en place une grosse action sur l'ensemble du GIAT, sur l'ensemble des menus, parce que c'était pas GIAT à l'époque. Saint-Étienne, tout ça. Et nous, on a fait 16 ou 17 jours de grève consécutive. Et c'est tombé au moment où il y avait la Foire Expo. Et la Foire Expo, elle était à l'emplacement de Leclerc, là-bas, là où il y avait les locomotives avant. Tu te rappelles? Ah non, non, ça non. Oui. À l'emplacement de Leclerc. Et on a occupé la Foire Expo dès le départ. Et ils n'avaient pas fait grosse recette cette année-là, parce que les entrées étaient gratuites pour tout le monde. La vie professionnelle et puis la vie syndicale à côté, quoi. C'était une évidence, oui, c'est ce que j'expliquais. Famille de gauche, un intérêt pour la vie de la société globalement, quoi. Enfin, le fonctionnement de la société depuis longtemps, pas, même avant de rentrer à l'école de la Manu. Et puis ben voilà, là, tu rencontres des gens super, quoi,
qui t'apportent, qui t'enrichissent. Et puis là, c'est une activité, enfin voilà, ça fait, tu te poses même pas la question d'aller au syndicat ou de pas y aller, ça fait partie de toi, quoi. Et là, oui, des gens qui ont compté, oui. Oui, je pense à Jean Ross, je pense à Germaine Ténez, c'est des gens qui ont compté. Oui, oui. Je le dis avec beaucoup d'émotion, mais oui, c'est des gens que j'ai vraiment appréciés, qui ont compté dans le développement intellectuel. Ça, c'est évident. Et ces gens-là, avec ce qu'ils ont connu et la vision qu'ils avaient, surtout, je pense à Jean, là, c'était pas rien, quoi. Chaque jour suffit sa peine, il disait toujours, quand il commençait, c'était bien ça, quand il commençait un discours, il disait ça, et je trouve que c'est tellement vrai. Donc, et puis voilà, et puis après, bon, en effet, les premiers mouvements syndicaux, la fermeture de l'école, parce que ça faisait partie des premières choses, finalement, qui ont orienté tout le reste, hein. Et là, on n'était pas aussi nombreux que ça, ce jour-là. Nombreux de ceux qui avaient fait l'école à être là à défendre la fermeture de l'école. Et ça, je pense que c'est vraiment la première chose que j'ai en mémoire, en mouvement important. Quelque chose qui a été très important, la formation syndicale. Parce que je pense que c'était d'un excellent niveau. Formation de base, formation après niveau. Enfin, c'était d'un très bon niveau de réflexion. Je suis convaincue de ça. Aujourd'hui, avec du recul. Hein. Même si aujourd'hui, je ne me retrouve plus dans le mouvement syndical, mais j'avais dit que je ne le dirais pas, mais si, je le dis quand même. Ouais, voilà. Bon, après, et puis après, oui, tous ces mouvements, c'était, ce que je l'ai dit aussi, je le redis, avec du recul aujourd'hui, la période de ma vie dans laquelle je me suis sentie la plus vivante, c'est à ce moment-là. C'est quand on vivait ces plans sociaux, c'est fou aussi de se dire ça. Cette relation humaine qu'il y avait, parce que j'en garde finalement pas quelque chose de dramatique. Ce que j'en garde, c'est cette relation humaine qu'il y avait et les liens que ça a pu créer. Alors là, moi, ce que je me souviens aussi énormément, c'était... Alors, la direction était dans les anciens bureaux, là, donc ce qui est là où est le musée, là, aujourd'hui, dans le musée, je ne sais plus, oui, donc, oui, il doit y avoir le musée, là, dans les bâtiments de la direction, là. Et là, on avait... alors, quel plan? C'était un des plans. Et le soir, c'est pareil, on avait empêché la direction de sortir et tout. On était restés là jusqu'à minuit, 1h du matin. Et à un moment, donc on était tous dans les escaliers. La direction était dans son bureau, ne pouvait pas partir. Enfin, bon. Et là, donc il y avait une petite porte. Et je ne me rappelle pas qui était le copain qui a pris cette petite porte. Il y avait un frigo. Et dans le frigo, il y avait le champagne de la direction. Et là, on a bu le champagne de la direction. Voilà. Bon, après ça, c'est des côtés sympas, ça c'est... Parce que malgré tout, oui, ce qu'il y avait dans nos boutiques, même si l'école, elle durait pas longtemps, le niveau de réflexion, quand même, je pense que ça c'était important. L'analyse des gens sur la vision globale de la société, oui, je pense que ça... Et je pense, alors c'était sûrement le cas aussi dans d'autres grandes boîtes, hein. C'est un petit peu ça peut-être le problème aujourd'hui, du fait d'avoir cassé ces grandes structures. Je pense que par la force des choses, dans les petites boîtes, tu peux pas avoir, tu côtoies moins de monde, t'as pas déjà un temps syndical peut-être aussi important qui te permet d'acquérir une culture et d'avoir une autre réflexion. C'est sûrement ça, par contre, que le fait qu'il n'y ait plus de grandes boîtes... mais c'est sûrement pas pour rien non plus. Hein. qu'à un moment donné, le ministère avait décidé, le ministère avait décidé qu'à Tulle, on devait être 500, mais la Giat Industrie avait dit ils seront 250. Et ça avait fait une guerre. Donc, il y a eu obligation de garder les 500, oui. Mais Giat Industrie ne voulait faire que travailler les 250. Ah, oui. Donc, ils ont décidé qu'il y en avait 250, qu'ils allaient occuper, qu'ils viendraient le matin travailler. Il y en a un paquet qui ont été mis au 53 dans un atelier désaffecté, et c'est eux qu'on a appelé les Hollandais. Ah, oui. Donc, un jour
un jour d'action, c'est plutôt une semaine d'action, on a décidé de lui faire passer une demi-journée dans le local désaffecté. Donc on les a fermés, on a fermé le comité de direction dedans. Bon, une demi-journée, on leur a apporté de l'eau, ils n'étaient pas trop loin. Du pain sec? Ouais, du pain sec. Mais le problème, c'est quand ils sont sortis. Puisqu'ils sont sortis on les a fait sortir à 2h de l'après-midi. Et entre midi et 2h, moi j'ai prévenu toute la presse, donc LCI, BFM, ils sont tous venus. Et je leur ai dit, vous mettez derrière à l'entrée la grille, les portails baissés, les barrières baissées, et vous mettez derrière, et vous allez voir, à 2h, vous allez voir une surprise. Et le directeur et le comité de direction sortent de l'établissement, de l'atelier, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir remonter à la direction. Bon, on était tous là. Et on les a amenés au portail. Donc il y a 100 mètres. Mais il y avait tous les pétards qui tombaient de tous les côtés, les pieds faisaient des bombes. Et quand ils sont arrivés devant le portail, le directeur m'a dit, il était à côté, je l'ai accompagné, il était à côté de moi. Et il me dit, vous êtes content, Péricade? Eh bien, on va sortir et puis on va remonter. Ah non. On vous amène sur la place de Souillac. Et rien que pour en mettre une, vous savez, la place de Souillac où il y a eu le premier tri en 1944. Et on a averti la population, ils sont tous aux fenêtres. Ils vous attendent. Et on ne les avait pas avertis. Mais quand ils ont entendu le bruit, ils sont descendus, ils sont sortis aux fenêtres, ils applaudissaient tous. Donc la tour de Souillac, ils applaudissaient. Au-dessus du Tivoli, ils applaudissaient. Alors, il était fou. Et on l'a amené à la gare. Et il y avait 800 personnes derrière qui poussaient. On l'a amené à la gare et je rentre sur la salle des pas perdus de la gare, et il y avait les copains qui étaient à la CGT, mais qui étaient au guichet, pliés. Et on va directement derrière sur les quais. Et il y en a un qui vient me voir, il me dit, mais tu sais qu'il n'y a pas de train. Tu sais bien qu'avec les réformes, il y a peu de train là, à cette heure-ci. Et il me dit, il y a un car. Et puis que de casse-là, tiens, il y a un car pour Brive. On les a mis dans le car. Oh là 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 là. Il y avait Museum, il n'y avait pas Michel Paroumieux, non? Parce qu'il en a parlé, non? Non, ça non. Il y avait le RH, il y avait Christian Gire. Non, c'est Yves qui nous a parlé. Il a été mon chef après la dette mat. Il y en a qu'un qui était resté dehors, c'était... Ah, bien, je ne m'en rappelle plus. J'ai plus un nom en tête, non. Il était resté dehors au cas où, et il a bien fait. Hein. La direction du Jet Industrie au plus haut niveau avait fait un memento, comment déstabiliser humainement les salariés pour les pousser à partir. Et ça avait été distribué qu'avec quelques cadres. Et à Tarbes, il y a un copain qui était cadre, qui avait eu le document, et un matin on l'a trouvé dans la boîte à lettres de la CGT. Et on l'a diffusé, on l'a monté le prochain CCE qu'il y avait. Ouh, ça donnait l'eau. Hein. Ça c'était top secret, il ne fallait pas que ça sorte. Hein. Comment ça se fait que la CGT l'avait? Eh oui. Et ça, c'était lors du premier plan social? C'est un des premiers plans sociaux, oui. Je me souviens de moments où on a mis la direction dehors, puisqu'à un moment donné, bon, la direction nous disait, écoutez, nous, ça ne vient pas de nous, on n'y peut rien. Et c'est vrai, on savait que ça venait pas de la direction, elle avait des directives par rapport à ça, et donc elle ne faisait que les appliquer. Mais un jour, dans des périodes de grève difficiles, on a dit, bon, mais si vous servez à rien, c'est pas la peine de rester là, donc nous, on va s'en occuper, et donc vous allez dehors. Et donc on les a pris, et on les a tous mis dehors, on a fermé le portail, et on les a mis dehors. Bon, c'était symbolique, bien entendu. Il n'y a jamais eu, dans les actions là-bas, il n'y a jamais eu de violence. Il y a eu des paroles fortes, mais en dehors de ça, jamais de violence. La direction, bon, on leur a bu tout le champagne qu'il y avait à un moment donné dans les frigos, puisqu'on avait trouvé l'ouverture de la porte. Mais bon, je dirais, voilà, ça s'est traduit comme ça. Et on a évité le pire. Il y a des gens qui sont partis donc dans de bonnes conditions. Il y a des gens qui sont partis dans de bonnes conditions. Je parle notamment même des gens comme moi. Je suis parti, j'avais pas 37 ans et demi parce que les annuités c'était 37 ans et demi pour avoir son taux de retraite plein. Et partir à l'époque, avant ces événements-là, à 60 ans. Bon, moi j'avais pas, à 52 ans bien sûr, je remplissais pas les conditions des annuités. Mais j'ai eu une majoration d'annuités.
Donc ça veut dire que je suis parti comme si j'avais eu 37 ans et demi de service. Voilà, j'ai rien eu d'autre, donc on m'a calculé ma retraite sur ma qualification et sur 37 ans et demi de service. C'est-à-dire que bon, je suis parti à taux plein, comme si j'étais parti à 60 ans. Ça a été vrai pour tous ceux qui étaient passés par les écoles, et d'autres salariés qui n'étaient pas passés par les écoles, qui sont rentrés donc plus tard, sont partis dans des conditions aussi très, très favorables, avec bon, des primes de départ. Avec, bon, voilà, je dois dire que s'il n'y avait pas eu les batailles qui ont été menées, ben, je vais vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup, ils auraient un peu moins à dépenser sur les loisirs ou sur leur vie de retraité. Voilà. Bon, voilà, les luttes ont servi à ça, mais elles n'ont servi qu'à ça. Elles n'ont pas servi, on n'a pas sauvé ce qu'étaient les établissements. Ce qui a déclenché l'action syndicale, c'est l'annonce brutale d'un plan social qui nous remettait complètement en question. Notre savoir-faire, c'est la fabrication des petits et moyens calibres, et d'un seul coup, il devait transférer cette spécificité du liste ailleurs. Alors un transfert d'activité, ça veut dire une perte de savoir-faire, et le site de Tulle était mis en péril, quoi. Donc tout le monde l'a compris. À partir de là, il y avait 200 emplois qui étaient supprimés, et tout le monde s'est mobilisé à partir de là. Bien qu'il aurait peut-être été souhaitable de faire des actions un petit peu avant, mais c'était pas facile de bien sentir les manipulations de la direction qui avait tendance à nous déshabiller régulièrement, quoi. Mais là, ils ont poussé le bouchon trop loin. Il faudra qu'ils reviennent derrière. Moi je me souviens, quand je parlais de 79, on avait fait 13 jours de grève. C'était mon baptême du feu, un peu, je sortais de l'école en 78, j'arrivais à l'atelier, alors là bon, j'étais dans un milieu bien assez solide, quoi. Mais à l'époque c'était très beaucoup plus syndicalisé, c'était quand même plus... on était beaucoup plus respectueux aussi des... il y avait quelques anciens qui avaient de l'aura, qui avaient du poids quand ils parlaient. Bon, c'était convaincant, les gars expliquaient, attends, c'est comme ça, là c'est grave, tu te rends compte, ça commence par les décrets, ça fait plusieurs fois qu'ils ont attaqué, les décrets c'est notre salaire, c'est notre statut. Donc effectivement, ça fait son chemin, et puis après bon, on a la fibre ou pas, on est prêt, on y va ou on n'y va pas. Moi j'étais tout à fait prêt, ça me convenait tout à fait, et je suis parti là-dedans. J'étais syndicat à la CGT, en 79, il y en a qui ont arrêté le mouvement parce qu'ils ont dit à tel endroit ils sont rentrés, ça je m'en souviens très bien, j'étais jeune et tout. Paf, c'est rentré, c'était faux. Quand un mouvement est cassé, pour repartir, c'est pas facile. Et puis, j'ai vécu 90, quand on est passé en Société Nationale, on a signé en 91. Il y en a qui ont milité pour qu'on signe. C'était la CFDT chez nous. Bon, il y avait deux syndicats importants, CGT, CFDT, il y a eu UFO aussi à un moment. Ils ont milité pour qu'on signe parce que on serait sauvés. Sinon, si on ne passait pas en Société Nationale, il n'y aurait plus d'usine, quoi. La Manu, c'était fini. J'espère que tout le monde fera un petit peu le bilan. Autant ceux qui ont dit s'il y a les autres, j'y vais pas, s'ils y sont pas, j'y vais pas. Je crois qu'il faut que tout le monde réfléchisse et faire le constat que si dès le départ on y était allés tous ensemble, on n'aurait peut-être pas autant de bâtiments démolis, on n'aurait peut-être pas le moyen calibre qui serait attaqué à Tulle. Du moins pas encore, on aurait gagné du temps, ça c'est certain, j'en suis certain. Voilà, bon maintenant on ne revient pas en arrière, mais il faudrait que ça nous serve de leçon, un petit peu. Les raisons de l'action elles sont claires, c'est l'annonce, après c'est ce plan social qui a un gros coup de massue, quoi, il n'y a pas d'autre mot. On se doutait quand même que ça serait pas bon, mais à ce point... mais bon, c'est la continuité de ce qui nous arrive depuis... moi depuis que je suis rentré dans les ateliers, quoi, en tant qu'actif, c'est le plan social perpétuel, alors ça va. Quand je suis sorti des écoles d'apprentissage et que je suis rentré vraiment dans la vie active, c'était en 89, donc c'est l'année où il y a eu les premiers plans sociaux, enfin le début, le premier plan social, quoi. Et depuis,
ça s'enchaîne. Il y en a un qui se finit, c'est un autre qui est tout le temps. Quoi. Quand il y en a qui est sur la fin, on annonce le suivant, et ça fait 12 ans que c'est comme ça. Et puis ça va, et puis ça monte en puissance. Quoi. Parce qu'au début, bon, ça se passait pas trop mal et tout, et puis bien, ça va. Mais le dernier, là, c'est la cerise sur le gâteau, là, parce que ça tire au plus haut. Et comment ça se fait que cette fois-ci, les gens répondent beaucoup plus que les fois précédentes? Parce que plus ça va, plus les répercussions sont dures, quoi, sur les gens. Jusqu'à maintenant, mais moi je pense que ça vient plutôt de l'avant-dernier, enfin, celui-là qui s'est fini en fin 2002. Lui, il a été dur, il y a eu beaucoup de casse, quoi. Il y a beaucoup de gens sur la touche et tout, et celui-là, il a été très mal vécu par tout le monde, quoi, je pense à Manu. Mais on l'avait présenté comme, avec la restructuration en UP, OP et tout, c'était la panacée, là, avec ça, bon, on devait s'en sortir, bon, c'était le bon moyen de fonctionner et tout. Les gens ont fait beaucoup d'efforts pour s'adapter et tout. Au bilan de l'opération, ce plan à peine fini, on nous annonce un autre là, qui est encore pire que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, quoi. Quasiment, c'est les 2/3 du personnel qui sautent. Et ce qui est mis en cause, c'est que les gens comme nous à statut, ils n'en veulent plus, quoi. Donc c'est une façon de s'en débarrasser. Si on va vers la privatisation, qu'est-ce qu'on deviendra? On va mal une boîte privée fonctionner avec des gens à statut d'ouvrier d'État, quoi. Donc les gens, ils auront un choix, soit ils changent de statut, soit s'ils veulent le garder, mais ils sont obligés de la mobilité géographique. Ça c'est beau dans les discours, mais sur le terrain, quand il faut l'appliquer, c'est moins marrant. Parce que bon, il y a la famille, il y a la femme qui ne trouve pas forcément du travail là où on veut vous parachuter et tout. Donc, un plan social n'est jamais favorable. Ouais. À un certain moment, il faut quand même s'en arrêter là. Disons que ce qui a été quand même, par contre, les départs à 52 ans tels qu'ils étaient placés, permettaient de conserver quelques emplois et de faire partir des gens dans des conditions moins défavorables que ça aurait pu être autrement. Les plus grands mouvements dont je me souviens, c'était en 79, quand on avait combattu la perte de nos statuts, où on avait dû faire 11 à 12 jours de grève en mouvement unitaire. La direction avait toujours essayé de séparer les ouvriers en faisant des promesses complètement utopiques, mais ça marchait. Bon, là, ils ne peuvent plus en faire, pour la bonne raison que c'est 120 personnes sur 380 qui restent, alors tout le monde est touché. Et c'est pour ça qu'on a un mouvement unitaire. C'est la première fois qu'on met à la porte les 2/3 du personnel de l'entreprise. C'est la première fois qu'on dit on ne fera plus d'industriel au GIAT. C'est la première fois qu'on positionne très clairement le GIAT sur un modèle qui ne tient aucun compte de la réalité du GIAT, qui rêve beaucoup à la maîtrise d'œuvre des systèmes, des tas de concepts qui sont intéressants en soi, mais qui nie que la première maîtrise d'œuvre qu'on a reconnue au GIAT, c'était celle des systèmes mécaniques, et qui dit la mécanique, on ne veut plus en entendre parler et on n'en fera plus. Et vouloir nier une réalité d'entreprise, ça ne permet pas de construire une stratégie d'avenir. Disons au départ, je vais vous dire, pour être plus franc, c'est en gros les socialos qui ont mis le verre dans le fruit. Il ne faut pas se leurrer. Moi, je ne fais pas de politique, j'ai mes idées, je les respecte, mais quelque part, ils ont mis le verre dans le fruit. Et maintenant, on paye un petit peu tout ce qui s'est fait avant. Et maintenant, ils mettent la dernière couche. Les socialos ont mis l'avant-couche, et maintenant, ils finissent. Après, voilà, moi c'est vrai que quand j'en parle, j'ai l'émotion parce que c'est ma Manu, c'est mon boulot. Et j'aurais aimé que mes gosses qui ont 20-25 ans, il y en a à la place de venir sur Versailles, et il aurait été aussi bien adulte, on aurait profité de lui, et puis c'est ça la vie, quoi. Je veux dire, c'est des choses simples. Mon mari travaille à GIAT, donc voilà le pourquoi de ma mobilisation. Et là, je pense que c'est suffisamment sérieux et important pour que tout le monde se mobilise. Donc le pourquoi de toute la famille présente à Paris. Moi je suis retraité du GIAT, alors bon, je parle en tant que retraité, je suis là en tant que retraité. Ouais.
mais pour soutenir effectivement l'action des actifs, quoi. Et nous, en tant que retraités, il est certain qu'en 35 ans ou 37 ans de Manu, c'est pas la première fois que nous venons manifester à Paris pour revendiquer également. Hein. Il y a eu des luttes en 78, tout le monde s'en souvient, pour sauver nos décrets salariaux. Nous sommes montés combien et combien de fois à Paris. Donc pour nous, je dirais pas que c'est la routine, mais c'est déjà vu, quoi. C'est pas pour ça que nous sommes blasés d'ailleurs. Hein. La prochaine fois, nous sommes prêts à revenir. Je suis partant pour aller à l'imprimerie. Je suis partant pour aller à l'imprimerie et je suis là plus par solidarité avec mes collègues de 23 ans qu'autre chose. Mais ça fait quand même mal de voir qu'on veut essayer de briser un système industriel qui marchait pas si mal que ça. Et voilà. Là, ça fait maintenant 6 mois que je suis syndiqué. Et bon, j'ai posé le pour et le contre. Je regardais les actions que vous avez menées auparavant. Et donc, pour moi, ça a été. Je regrette pas d'être syndiqué parce que j'ai pas eu pour l'instant j'ai pas eu à m'en servir, essayer de m'en servir à quoi que ce soit, mais pour moi c'est une certaine protection. Non, mais je m'appelle Loïc Hutto, j'ai 22 ans, je suis ouvrier au GIAT depuis maintenant 3 ans. J'ai fait un apprentissage avant et donc je découvre la lutte avec tous mes copains et tout ça. Et donc voilà quoi, j'ai pas de. C'est une action qu'il faut faire, sinon on s'en sortira pas quoi. Et puis bon, moi je veux que mes collègues gardent leur statut, même si moi je suis en convention collective, j'aimerais bien que mes collègues gardent leur statut pour garder leur avantage et qu'ils soient présents quand même dans l'entreprise quoi. Ce que tu as vécu là, tu vas t'en souvenir longtemps après. Sous différents aspects. C'est l'aspect banderole, l'aspect revendication, mais c'est aussi la blague avec le copain, etc. Le temps, la chaleur, l'envie d'aller au petit coin qu'on ne trouve pas, etc. L'anecdotique, c'est tout ça. Alors après, l'aspect revendicatif, j'obtiens pas, c'est une autre paire de manches. C'est autre chose. Mais n'empêche qu'il y a quand même ce positif du rassemblement, de cet aspect, ces mots qui sont tombés en désuétude et qu'il ne faut surtout pas prononcer, lutte de classe, position de masse, etc. C'est des mots qu'il ne faut plus entendre maintenant et ne plus dire. N'empêche que c'est ça qu'on est en train de vivre là. On est en train de vivre un tous ensemble dans un but concret. Alors bon, ben aujourd'hui je suis content, oui, qu'il y ait cet effet de masse, cette envie de défendre tous une même chose pour le mieux-être de chacun. Mais c'est sans illusion au niveau politique. Le fait d'amener l'équipe de direction à la gare, ça a été vraiment quelque chose de spontané, carrément imprévu, et c'est bien quoi, quelque part c'est bien. Et la direction de GIAT à l'heure actuelle refuse toute négociation. Ils étaient ouverts pour l'accord de méthode parce qu'il y avait eu la foule dans la rue, mais on voit bien qu'il y a un refus total. Alors c'est pour ça que la manifestation a lieu aujourd'hui sur les terres du président de la République, qui est en plus le chef des armées. Et à partir de là, on lui demande d'intervenir auprès du ministère de la Défense, qui est la tutelle de GIAT Industrie, et auprès de la direction de GIAT Industrie, pour que les négociations avancent.
Le corporatisme, c'est pas une de mes valeurs préférées, parce que je trouve que, bon, il y a beaucoup à redire. Mais de se sentir comme ça, avec un dénominateur commun, avec autant de gens, même si c'est, moi je vais pas dire que c'est la misère, mais c'est quand même une forme de galère, quoi. C'est quand même une forme de galère. Mais tu sens que tu as le même, tu es construit de la même, tu vois, avec le même environnement. On est comme un troupeau de bêtes qui vit dans la même étable. On a les mêmes bactéries, on est chargé de la même pollution, on est chargé, mais je te jure, et ça c'est pour quelqu'un qui, moi, bien sûr, quand je le vivais, j'avais des années de moins, j'arrivais pas à formuler ça, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le jour où il y a eu ce fameux horaire libre, comme on dit, entre guillemets, libre, tu parles, libre, et bien il se trouve que chacun a commencé à adapter son quotidien à sa sauce. Et donc là, on est sorti de l'ouvriérisme, on est sorti de tout ce ciment qui faisait que notre vie, même si elle valait pas le coup, il fallait la défendre, tu vois. Mais c'est fou ça. Tu te dis, la vie, tu te demandes, il y a des fois, il y a des gamins, ils doivent se dire que quand ils voient des mineurs, des films où tu as des gens qui te défendaient, tu te dis, mais putain, mais t'as vu la vue de merde qu'ils avaient? C'était les rats de l'industrie, quoi. Ils allaient chercher des rats de l'industrie. Ben, les mecs, ils avaient une forme de force en eux qui faisait que il fallait rester, on était fiers de faire le métier qu'on faisait, et c'était de père en fils, et cette forme-là, bien sûr que c'est de la servitude volontaire, bien sûr, parce que tu faisais le jeu d'un système, mais cette force-là, c'est quelque chose qui comment dire, qui te permet d'évaluer les choses, quoi, d'avoir de jamais sortir du cadre. C'est-à-dire que ce que tu ressens quand tu as vécu ça, tu vas pas ressortir du cadre. Tu vas pas aller faire n'importe quoi, tu vois, parce que il y a ça qui te ramène toujours à cette forme de solidarité où voilà, moi je me souviens des journées de grève où les copains chialaient, quoi, chialaient. Parce que il n'y avait pas de thunes, il n'y avait pas, voilà, ils avaient des enfants de bas âge, et ça, on peut dire ce qu'on veut. L'usine, 10 ans après, je ne trouve plus la même usine. Souviens-toi, Jean, c'était si bien. À 18 ans, la vie est belle. T'étais plus sot, j'étais plus seule. C'était un temps si généreux qu'on se mettait nos mains au feu. Premier congé, première victoire. 36 brillait comme un citron. C'était un temps miraculeux. On s'est aimé. Puis vint des temps plus difficiles. On te jeta hors de la ville, comme un corps étranglé Dieu. On s'est aimé bien plus fort qu'eux. On s'est aimé avec l'angoisse de leurs fusils, de leurs menaces, le désespoir à fleur de peau, dans le cliquetis des couteaux. On s'est aimé, je te le jure, dans les horribles déchirures, de sur nous jetant l'anathème. On se guérit par nos je t'aime. Je t'ai aimé et attendu. Quand ils te prirent dans la
sanglots. Buchenwald, Auschwitz, Dachau. Je t'aimais sans te le dire, quand le fantôme de ton sourire me caressait la nuit le dos. Je t'aimais dans mes sanglots. Je t'aimais, j'en sois-en sûre, ça s'est gravé sur ma figure comme une étoile au fer chaud. Je t'ai aimé bien comme il faut. Je t'aime tant, mon vieil amant, malgré le temps et ses gerçures, comme l'hiver à sa froidure, comme la